on va commencer. Alors pour ce dernier exposé, j'avais dit que je parlerais de la factorisation des périodes de Jacqueyer et de la formule de Plancherel pour Gln de E sur un groupe unitaire. Et donc si j'ai encore un peu de temps à la fin, je parlerai aussi d'application de ce que l'on verra au calcul des multiplicités. Alors, il faudrait que je vais commencer par énoncer les résultats précisément. Donc, en fait, la factorisation des périodes de Jacqueyer, elle est due essentiellement à Fagon, Lapide et Hoffen. Et puis, la formule de Plancherel, on verra, elle peut se déduire de leurs travaux. Et donc, il est préférable d'énoncer les deux résultats en même temps. Donc, je vais commencer par introduire quelques notations. Donc, K' sur K sera une extension quadratique de corps de nombre. On notera G, le groupe GLN sur K', et puis H, un sous-groupe unitaire de rang n quasi déployé. On va s'intéresser à la variété sphérique homogène X quotient de G sur H. Et donc on voit que cette variété, en tant que variété algébrique, est naturellement isomorphe à la variété des formes hermitiennes de rang n non dégénérées. Donc on en déduit, en passant au K point, on voit que X de K n'est plus homogène, mais se décompose en un nombre fini d'orbites indexées par les classes d'isomorphisme d'espace hermitien de dimension n sur K' d'une orbite qui est isomorphe à G de K sur le groupe unitaire de V, où on a fixé un plongement du groupe unitaire de V dans G en choisissant une base de V. Et donc, une conséquence de ça, c'est qu'il est plus naturel. Donc, je rappelle que dans le premier exposé, j'avais introduit des périodes relatives à des sous-groupes. Et ici, on aimerait bien s'intéresser aux périodes relatives à H, mais il est plus naturel de s'intéresser en fait à une famille de périodes. Donc, il faut considérer une famille de périodes que je vais noter. Ce sont les périodes sur les sous-groupes unitaires indexés par les espaces hermitiens de dimension n sur K'. Et puis, donc après, on a un problème aussi local qui était celui de déterminer une formule de Plancherel. Et donc, dans le premier exposé, j'avais énoncé une décomposition de la forme suivante. L'espace L2 de ma variété X localisée dans une place V se décompose comme une intégrale directe indexée par le dual tempéré de GLN, de KV. De représentation unitaire H, Pi', qui sont isomorphes au changement de base quadratique de Arthur Clausel de Pi', intégrale sur la mesure de Plancherel pour GLN. Et donc, j'avais aussi expliqué que se donner une telle décomposition revient à se donner des produits scalaires que j'avais notés comme ça sur l'espace des fonctions de Schwartz, disons, sur XV. Donc, je rappelle que les fonctions de Schwartz, aux places non archimédiennes, c'est juste les fonctions lisses à support compact. Aux places archimédiennes, c'est des fonctions à décroissance très rapide ainsi que leurs dérivés. Vérifiant un certain nombre de conditions, donc telles que la première condition, c'est que ce produit scalaire se factorise en fait par une projection. Projection G de V fois G de V équivariante sur le changement de base de Pi', tensorisé avec sa contre-gradient. C'est la composition d'une telle projection avec l'accouplement canonique entre une représentation et sa contre-gradient. Puis après, les deux autres conditions, c'est la première, c'est que ces produits scalaires induisent une décomposition du produit scalaire L2 sur X de V.
Et puis il y a une troisième condition un peu plus technique qui dit que cette décomposition est vraiment une décomposition au niveau de l'espace L2, c'est-à-dire que les produits scalaires qui interviennent ici sont donc, ce que j'avais appelé indépendants, en un certain sens que j'avais précisé. Donc voilà pour une description concrète de ce que signifie une telle décomposition. Et puis j'avais surtout expliqué, lors du premier exposé, ce qui est très important, c'est que ces produits scalaires induisent par dualité des périodes locales. Et donc plus précisément, si on fixe un produit scalaire comme ça, GV invariant sur le changement de base, par dualité, on obtient, donc on regarde cette surjection, par dualité on obtient un plongement du changement de base de π'V tensorisé avec sa conjuguée complexe dans le dual lisse de l'espace de Schwartz, donc essentiellement l'espace des fonctions C infini. Mais ces espaces de fonctions C infini admettent des décompositions suivant la décomposition de x V en orbite. C'est la somme directe sur V, V'. Alors V et V' sont des espaces hermitiens de dimension n sur K'V. L'espace C infini de groupe GV sur groupe unitaire de V, tensorisé avec l'espace des fonctions C infini sur GV quotienté par le groupe unitaire de V'. Voilà, donc ça, c'est un homomorphisme qui est GV fois GV équivariant, évidemment, et donc par réciprocité de Frobenius, se donner un tel homomorphisme, ça revient à se donner les formes linéaires ici, obtenues en évaluant au point base canonique. Donc, je vais noter comme ça, c'est l'évaluation en 1,1 pour chaque paire d'espaces hermitiens de dimension n. Et donc on obtient non plus juste une forme hermitienne, mais une famille de formes hermitiennes indexées par V et V'. Donc on obtient en fait une famille de périodes locales, que je noterai comme ça, grand P indice V, V', qui dépend de π'V. C'est une famille indexée par V et V', espace hermitien de dimension n sur K'V. Et donc c'est ces périodes locales-là qui vont apparaître dans la factorisation des périodes globales associées à nos groupes unitaires. Donc maintenant je peux énoncer le théorème. Donc comme je l'ai dit, la partie globale du théorème est entièrement due à Fagon, Lapide et Offen. Et puis la partie locale, qui donne une décomposition de Plancherel pour Gln2 sur Un, s'en déduira. Donc soit pi, une représentation automorphe cuspidale de G, qu'on va supposer, comme lors du premier exposé, tempéré partout. Alors, si la période associée à un groupe unitaire est non nulle sur pi, pour un espace hermitien V, pi provient par changement de base du groupe GLN sur K. Et de plus, si pi est le changement de base d'une représentation automorphe cuspidale pi' de GLN sur K, alors on a la factorisation suivante. Donc je rappelle que les spéculations de Sakellarides et Venkatesh ne prédisent pas les factorisations des périodes elles-mêmes, mais plutôt du carré de leur module. Alors ici on a une famille de périodes, et donc on va considérer le produit de deux périodes. Pour tout vecteur factorisable dans ma représentation pi, on a la période associée au groupe unitaire de V
en phi fois la période associée au groupe unitaire de V' phi, bar, donc on ne construit que des formes hermitiennes, se décompose comme un produit. Alors, le facteur 4 sur n fois un quotient de fonction L. Fonction L adjointe, éventuellement tordue par. Alors j'ai oublié de dire que eta, pardon. On notera eta le caractère des idéales quadratiques associés à notre extension K' sur K. Quotienté par donc la fonction L adjointe en 1. On produit sur toutes les places du même quotient, enfin de l'inverse de ce quotient de fonction L localement. Fois une période locale qui ne dépend que de la composante locale de pi' en V. Où ces périodes locales, je vais noter, pardon, elles dépendent que de ça et de la localisation de nos espaces hermitiens V et V' en V. Donc, où les périodes locales sont duales de produits scalaires induisant des décompositions, comme je viens de le discuter, de l'espace L2 de xv comme une intégrale directe indexée par le dual tempéré de GLN d'une représentation H' isomorphe au changement de base de pi' fois la mesure de Plancherel de GLN. Donc, voilà le résultat dont je voudrais discuter la preuve aujourd'hui. Alors plusieurs remarques avant de continuer. La première remarque, c'est qu'a priori, pi n'est pas changement de base d'une unique représentation cuspidale de GLN, mais en fait le changement de base de deux telles représentations automorphes cuspidales. Et donc il faut vérifier que le résultat ne dépend pas du choix de pi', la factorisation. Donc c'est ma première remarque. La période locale associée toujours aux mêmes espaces hermitiens, mais à la représentation pi'(v) tordue par le caractère quadratique eta v, est égale à un facteur près à la période locale précédente, et le facteur c'est le suivant, état du discriminant de v, état v du discriminant de v'. Et de sorte que le produit qui apparaît dans le théorème ne dépend pas du choix de pi', car l'autre représentation automorphe cuspidale dont pi est changement de base, c'est la tordue de pi' par caractère quadratique eta. Et donc ces produits de facteurs locaux s'annulent globalement. Nos espaces hermitiens sont définis sur K'. Voilà, et puis alors la deuxième remarque, c'est que donc ici j'ai fait l'hypothèse que pi était tempéré partout. Donc en fait on peut supprimer cette hypothèse. Simplement il y a le problème suivant, c'est que les périodes locales, a priori, elles sont définies que pour des représentations tempérées. Mais en fait elles admettent un prolongement analytique. Se prolonge analytiquement, en un certain sens,
à toutes les représentations génériques. Voilà, et l'identité du théorème reste vraie sans l'hypothèse tempérée partout. Donc à condition de remplacer les périodes locales par leur prolongement analytique. Donc voilà. Alors le plan de la séance d'aujourd'hui, ce sera d'abord de discuter le résultat global ici, qui est donc dû à Fagon, Lapide et Offen. Et puis, dans un deuxième temps, d'expliquer comment on déduira de cette factorisation globale une formule de Plancherel locale en dualisant les périodes locales qui apparaissent. Donc c'est ma première partie. Factorisation des périodes de Jacquet. Donc ce que je vais raconter, c'est un travail de Jacquet terminé par Fagon, Lapide et Offen. Donc je fixe encore quelques notations supplémentaires. Donc pour V, un espace hermitien de dimension n sur K', on notera H exposant V, le groupe unitaire correspondant, muni d'un plongement dans notre groupe G, qui est toujours le groupe GLN sur K'. Voilà, et puis donc pour pi, une représentation automorphe cuspidale de G, des adèles. On a une période associée à ce sous-groupe que je noterai juste P indice V, et qui envoie une forme phi dans l'espace de pi sur l'intégrale de phi sur le sous-groupe HV, intégrale qui est absolument convergente. Et donc il y a deux questions naturelles sur ces périodes. La première, c'est pour quelle représentation pi est-ce que la période P indice V est non nulle? Donc le théorème nous explicite cette condition, en tout cas, nous donne une condition nécessaire. Pi doit provenir par changement de base quadratique depuis GLN. Et puis la deuxième question, c'est la factorisation de cette période. Donc le terme que je viens d'énoncer aussi montre que les périodes peuvent se factoriser en périodes locales. Et alors, il faudrait remarquer ici que la factorisation de cette période globale n'est pas du tout automatique, contrairement au cas de la conjecture d'Ishino-Ikeda. Car on n'a pas de multiplicité 1 localement. Donc il n'y a aucune raison a priori que la période se factorise. Enfin, la multiplicité, c'est-à-dire l'espace des formes HV invariantes sur pi, localement, peut prendre des dimensions aussi grandes que 2 à la puissance n-1. Donc l'idée avancée par Jacquet et Yeh pour répondre à ces questions, c'était de comparer deux formules des traces relatives. J'avais introduit de façon complètement abstraite et générale ces formules des traces relatives lors du deuxième exposé. Et donc la première formule des traces relatives sera associée donc, à l'illustration de notre groupe G. Elle sera associée au sous-groupe HV et à un deuxième sous-groupe N, qui est le sous-groupe unipotent maximal standard de GLN K'.
Donc c'est le groupe que je notais n, n sur K', muni d'un caractère générique psi indice n associé à un caractère additif psi. Voilà. Et donc la deuxième formule des traces relatives, elle vivra sur le groupe G', qui est simplement le groupe GLN sur K, muni de deux sous-groupes qui sont les mêmes. Je noterai N', qui est le sous-groupe unipotent maximal standard, à nouveau, de GLN de K, à nouveau muni d'un caractère psi' indice N générique, associé à un caractère additif psi'. Et donc on choisira nos deux caractères additifs psi et psi' compatibles au sens suivant. On prendra pour psi la composée de psi' avec la trace. Donc maintenant, je vais discuter les formules des traces associées à ces deux triplets. Et je vais commencer. Donc, cette formule des traces-là, c'est ce qu'on appelle la formule des traces de Jacqueyer. Et celle-ci est introduite auparavant, et donc on l'appelle la formule des traces de Kuznetsov. Donc je vais discuter la forme de ces deux formules des traces, l'une après l'autre, et je vais commencer par celle-ci. Premièrement, la formule des traces de Kuznetsov. Pour GLN. Donc je rappelle comment on définit une formule des traces. On prend une fonction test f', donc que je prendrai non pas à support compact, mais une certaine fonction de Schwarz. Donc c'est juste une condition technique qui est encore c'est en lien avec la notion de transfert en place archimédienne sur G' des ADL. Et on lui associe la distribution que je noterai grand I de f'. Donc ce que je notais, c'est la formule des traces associée à n' psi' d'un côté et n' psi' de l'autre côté aussi, en f'. Et donc je rappelle, j'avais défini ça pendant le deuxième exposé, c'est donné par l'expression, au moins l'expression formelle suivante, c'est l'intégrale sur n' fois n', ce sont des quotients automorphes, du noyau automorphe de f', contre les caractères psi' n. D'accord. Et donc ici, il n'y a aucun problème de convergence parce que les quotients automorphes de n' sont compacts. Et donc on a maintenant, j'avais aussi explicité dans le cas co-compact les développements géométriques et spectraux de ce genre de formule des traces. Et donc on a l'égalité suivante. Donc du côté spectral, on a une intégrale sur le dual automorphe de G'. C'est-à-dire l'ensemble des représentations automorphes qui apparaissent dans l'espace L2 de G' des ADL quotientés par les points rationnels. Un certain caractère sphérique global, I indice pi' de f' fois une mesure de Plancherel automorphe. On va noter comme ça. Donc le caractère sphérique, je vais rappeler la définition dans un instant. Et puis du côté géométrique, on avait une somme sur les doubles orbites, sur les doubles classes. De certaines intégrales orbitales relatives.
Mais alors ici, en fait, il nous suffit de sommer sur certaines orbites qu'on appelle relevantes. On verra que pour les autres, les intégrales orbitales sont nulles automatiquement. Donc je définis maintenant les notations. Donc I, pi' de f', c'est le caractère sphérique associé aux périodes de Whittaker, c'est-à-dire aux périodes associées à ces sous-groupes n' et leur caractère générique psi' n. Et donc c'est la somme sur une base orthonormée de pi. Donc la période associée à n', psi', je note comme ça. Donc c'est pi', pardon. Pi' de f' en phi fois la période n', psi' de phi conjuguée. Ça, c'est juste la période de Whittaker. L'ensemble des éléments relevant ici, G' indice rêve, c'est par définition l'ensemble des éléments delta. Donc ce sont des points rationnels de G', dont le stabilisateur dans n' fois n', le caractère, produit des caractères psi n' est trivial sur le stabilisateur. Stabilisateur que je note comme ça. Pour l'action par multiplication à gauche et à droite, donc c'est le stabilisateur, le point adélique du stabilisateur, est trivial. Donc on voit immédiatement que si ce caractère-là n'est pas trivial sur le stabilisateur, l'intégrale orbitale relative est nulle. Immédiatement. Donc il suffit de sommer sur ces orbites-là. Et puis enfin, O de delta f', c'est l'intégrale orbitale relative, et donc c'est l'intégrale sur n' fois n', modulo le stabilisateur. De l'orbite, en intègre sur l'orbite. Fois le caractère psi n'. Et donc, si f' se décompose en un produit de fonctions locales, l'intégrale orbitale relative ici se décompose aussi en produit d'intégrale orbitale relative locale. Donc, voilà la formule des traces de Kuznetsov, et elle ne présente aucune difficulté analytique. Donc maintenant, on discute la formule des traces de Jacquier. La construction de cette formule des traces est tout à fait analogue. Donc on prend une fonction de test f sur g des ADL, et on lui associe la distribution J de f, et donc par définition, c'est la formule des traces, associée à d'un côté mon sous-groupe unitaire HV, et de l'autre côté mon sous-groupe unipotent maximal n multi du caractère générique psi n en f. Et donc, par définition, c'est l'intégrale sur le produit de ces deux sous-groupes du noyau automorphe de f fois le caractère psi n. D'accord ? Donc l'intégrale à nouveau est absolument convergente, simplement parce que le quotient automorphe de n est à nouveau compact. Et puis le développement géométrique est facile à obtenir dans ce cas. Il s'obtient de façon formelle et tout est absolument convergent.
on obtient l'expression suivante. Alors, par exemple, je noterai J exposant V, qui dépend du sous-espace hermitien V. JV de F s'écrit à nouveau comme une somme sur un certain ensemble d'orbites relevantes d'intégrales orbitales relatives. Donc, en V relevant. Les éléments en V relevant, c'est la même définition que précédemment, c'est l'ensemble des éléments gamma dans G, de sorte que le stabilisateur de gamma dans HV fois n soit trivial sur le caractère psi n. Donc, on a le caractère trivial sur le groupe unitaire, et puis on a le caractère générique psi indice n sur le groupe unipotent, et on veut que la restriction au stabilisateur soit triviale. Ça, ce sont des... Donc, O gamma de F, c'est l'intégrale orbitale relative. Voilà pour le développement géométrique. Alors, dans ce cas, donc, contrairement à la formule des traces de Kuznetsov, le développement spectral de notre formule des traces est beaucoup plus compliqué. Cela est dû au fait que le quotient automorphe de notre groupe unitaire n'est pas forcément compact. Donc c'est un résultat difficile qui est dû à Lapide. Qu'il existe un développement spectral de la forme suivante. Alors je vais être peu précis. JV de F se désintègre comme une intégrale sur le dual automorphe de G de certains caractères sphériques globaux fois une mesure, la mesure que je vais noter comme ça, BC pour changement de base. Donc cette mesure-là est une certaine mesure à support dans l'image par le changement de base de l'ensemble des représentations automorphes de G'. Alors, je ne serai pas plus précis là-dessus, mais il existe une décomposition comme ça. Et où, donc déjà, on voit apparaître dans cette désintégration les représentations automorphes de G qui sont changement de base, et où mon caractère sphérique global est donné comme précédemment comme une somme sur une certaine base orthonormée de pi d'une certaine période qui n'est pas forcément convergente, mais pour lequel on peut trouver une régularisation. C'était défini par Jacquet, Lapide et Rogaski. Et puis, par contre, la période de Whittaker est toujours absolument convergente. Donc ici, il s'agit d'une certaine période régularisée. Mais ce sera important pour nous, parce qu'on va regarder que les représentations cuspidales qui coïncident avec la période classique, si pi est cuspidale. Donc maintenant, on veut comparer ces deux formules des traces. C'est ce qu'ont proposé Jacquet et Yeh. Et pour ça, on a besoin d'une notion de transfert et d'un lemme fondamental. Lemme fondamental.
Donc tout d'abord, on a besoin d'une correspondance entre orbites. Et donc ça a été défini par Jacques Hélier. Pour toute extension de corps grand K de petit k, il existe donc un plongement naturel, des orbites relevantes du côté de la formule des traces de Jacques Hélier. Dans l'ensemble des orbites relevantes pour formule des traces de Kuznetsov. Et on a même plus, puisque c'est comme pour la comparaison de formule des traces pour la conjecture d'Ishino-Ikeda. Si on considère maintenant une famille de formules des traces de ce côté, c'est-à-dire si on considère une union sur tous les espaces, classes isomorphismes d'espaces hermitiens de dimension n sur K', changement de base de petit K' dans K, de l'ensemble des orbites relevantes correspondantes. Alors cet ensemble-là est en bijection avec l'ensemble des orbites relevantes dans G'. Et donc ça, vous voyez, c'est un certain... l'union de ces quotients à gauche, c'est exactement l'ensemble des points sur grand K de ma variété X que j'ai introduit au début. Et donc ça, c'est un certain ensemble d'orbites relevantes pour le sous-groupe unipotent maximal grand N dans X. Donc je vais le noter comme ça. C'est l'ensemble des orbites relevantes dans X. Pour l'action de N, par multiplication à droite. Donc on a une correspondance entre orbites et on a même plus. Enfin, ça, c'est une bijection au niveau des orbites relevantes. Et cela induit une bijection aussi au niveau des orbites. Donc j'avais défini une notion d'orbite régulière et semi-simple, deuxième cours. Donc régulière, ça veut dire que le stabilisateur est minimal. Ici, ça veut dire que le stabilisateur est trivial. Et puis ici, il n'y a aucune notion de semi-simplicité, puisqu'on a des actions de groupe unipotent. Donc je noterai l'ensemble des orbites régulières semi-simples de la façon suivante. X, R, S. Donc c'est les orbites régulières avec l'ensemble des orbites régulières semi-simples dans G'. Et cette correspondance-là, elle est facile à décrire. Alors pourquoi? Parce que l'ensemble des orbites régulières ici pour l'action, les doubles classes régulières pour l'action de n' fois n' sur G' sont faciles à décrire. D'après la décomposition de Brua, c'est l'ensemble des matrices de la forme. Donc W indice n, c'est l'élément de plus grande longueur dans le groupe de Weil, fois une matrice diagonale. Et donc l'ensemble des matrices diagonales, je noterai grand A indice n. Puis d'un autre côté, cet ensemble d'orbites régulières semi-simples, donc en utilisant l'orthogonalisation de Gram-Schmidt, processus d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, il n'est pas très difficile de voir que un ensemble de représentants pour les orbites régulières semi-simples dans X, c'est exactement les matrices diagonales, coefficients dans le cas. Grand X, c'est l'ensemble des matrices hermitiennes non dégénérées. Et donc les éléments réguliers, c'est les éléments qui correspondent à des formes hermitiennes qui sont non dégénérées sous espace engendrés par les vecteurs de la base canonique. Et donc en utilisant ces familles de représentants, la correspondance envoie juste un élément A ici sur l'élément Wn fois A. Et donc la remarque qui sera très importante pour la suite, c'est la suivante. C'est que si on a un élément gamma qui est régulier dans G pour l'action de HV fois N, qui correspond à un élément delta
régulier semi-simple en G'. Où j'identifie cet ensemble d'orbites régulières semi-simples à un sous-ensemble des orbites régulières semi-simples dans X. Donc ça correspond à une forme hermitienne ici qui est isomorphe à la forme hermitienne qui définit V. On voit que le déterminant de delta, c'est plus ou moins la même chose que le déterminant de gamma à un signe près, et ce signe, c'est exactement le signe qu'il faut pour définir le discriminant de mon espace hermitien V. Et donc c'est une égalité dans K étoile modulo les carrés. Donc voilà pour la correspondance entre orbites. Et donc maintenant, pour comparer nos deux formules des traces, il nous faut encore définir des facteurs de transfert qui ont été définis par Jacques Hélier. Donc ces facteurs de transfert, donc, ce sont des fonctions associées donc, pour toute place V et pour tout espace hermitien grand V de dimension n. On a des facteurs de transfert que je noterai donc grand oméga indice V exposant grand V sur l'ensemble des éléments réguliers dans G, enfin, V régulier, pardon. Fonction non nulle. Et puis on a un facteur de transfert aussi du côté la formule des traces de Kuznetsov, qui vérifie deux propriétés. Alors la première propriété, c'est une propriété d'équivariance qui permet de tuer la dépendance d'une intégrale orbitale relative au choix d'un point basse dans l'orbite. Donc c'est cette propriété d'équivariance par multiplication à gauche par un élément H indice V dans le groupe unitaire, HV, et par multiplication à droite par un élément U dans notre sous-groupe unipotent maximal. Puis on a une propriété d'équivariance analogue pour le facteur transfert oméga V'. Donc on voit apparaître le caractère psi n'. Ici, U1, donc c'est une propriété d'équivariance par multiplication à gauche et à droite par des éléments du sous-groupe unipotent maximal grand n'. Puis on a la troisième propriété importante pour la comparaison globale, c'est qu'on a les formules de produits suivantes. Quand on fait le produit sur toutes les places de nos facteurs de transfert, pour des éléments gamma et delta qui sont réguliers, semi-simples et rationnels, on obtient 1. Pardon. Sur des éléments rationnels sur petit k. Voilà. Bon, il existe de tels facteurs de transfert. Et du coup, en utilisant ces facteurs de transfert, on peut définir une notion de transfert. Et donc, on dira qu'une famille de fonctions grand F exposant grand V, petit f exposant grand V, pardon, donc indexée par les classes isomorphismes d'espace hermitien de dimension n sur mon corps local. Je fixe toujours une place. Donc, ce sont des fonctions, disons, une fonction de Schwarz sur mon groupe local GV, correspond à une fonction f', fonction test sur mon groupe local G'(V), si on a l'égalité des intégrales orbitales locales au facteur de transfert près. Donc pour tout, gamma, V régulier semi-simple
sur V qui correspond à un élément par la correspondance des orbites, delta, régulier semi-simple dans G'. Donc ça, c'est ma notation pour dire que les fonctions sont en correspondance. Et alors, si ma fonction ici est nulle en toutes les composantes sauf une, c'est-à-dire f exposant v' est nulle pour un espace hermitien, une classe isomorphisme d'espace hermitien v' différente de v, on notera simplement que la fonction fv correspond à la fonction f'. Et donc la remarque importante pour la suite qui découle de cette remarque ici sur la correspondance des orbites, c'est-à-dire qu'on peut toujours, si une orbite ici correspond à un élément de V, il est facile de vérifier, enfin il est facile, un élément régulier semi-simple dans G', il est facile de trouver le discriminant de l'espace hermitien du correspondant, c'est juste son déterminant. Donc une conséquence de cette remarque, c'est la suivante. Deuxième remarque. C'est que si on a une famille de fonctions f, v qui correspond à une fonction f', alors, en multipliant chacune de ces fonctions par état v, donc le caractère quadratique du discriminant, de l'espace hermitien correspondant, on obtient un uplet qui correspond à la fonction f' multiplié par état v composé avec le déterminant. Donc ça se vérifie directement sur la définition du transfert en utilisant la remarque précédente. Donc, on a le résultat d'existence suivant pour le transfert, dû à Jacquet au placement archimédienne et Heisenberg-Gurevich aux places archimédiennes. Donc, j'énoncerai de façon informelle la façon suivante. Donc, le transfert existe dans les deux sens. Donc, en d'autres termes, pour tout uplet de fonction fv, on peut trouver une fonction f' lui correspondant. Et puis, pour toute fonction f', on peut trouver un uplet de fonction fv lui correspondant. Ah, et puis, alors, on a encore besoin du lemme fondamental. Donc, démontré par Jacquet en caractéristique nulle, qui est le cas qui nous intéresse, et auparavant par Ngo en caractéristique positive. Donc, il y a un énoncé précis dans les notes, mais je dis la chose suivante, pour presque toute place V, alors la fonction caractéristique, donc on travaille avec des groupes GLN, donc on a des modèles naturels sur les entiers, le G de OV. Alors c'est une fonction, donc ça doit être, on doit considérer du côté GLN de K' des uplets de fonctions. Ici on va considérer un uplet de fonctions où toutes les fonctions sont nulles sauf une, et donc ici l'espace hermitien V, c'est un espace hermitien de discriminant 1. Est en correspondance avec la fonction caractéristique du sous-groupe compact maximal standard de G'. Puis on a même plus, on a le lemme fondamental pour les algèbres de EQX sphériques, donc plus généralement. Pour toute fonction h dans l'algèbre de EQE sphérique de G, V, ce sont des fonctions G de OV bien invariantes sur GV. La fonction h, vue encore donc, comme c'est un uplet où toutes les composantes sont nulles sauf la composante correspondant à un espace hermitien grand V, est en correspondance avec la fonction f', qui est le changement de base de h, où BC, c'est l'homomorphisme de changement de base entre l'algèbre de EQE sphérique.
Donc maintenant qu'on a le transfert, l'existence du transfert et le lemme fondamental, on peut comparer nos formules des traces. Donc si, on prend une fonction test f grand V qui est produit de fonctions locales, donc c'est une fonction de Schwartz sur G, et puis une fonction f' produit de fonctions locales sous mon groupe G', et fonctions qui se correspondent localement en toute place. Tout d'abord, en comparant les côtés. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose quand même. C'est que Jacquet et Heisenberg-Gurevich montrent non seulement l'existence du transfert qui donne une identité entre intégrale orbitale régulière, mais ils montrent en plus qu'on a une identité entre une identité analogue entre les intégrales orbitales associées à des éléments relevants. Ici sont des facteurs de transfert étendus en un certain sens. Donc on peut étendre la définition des facteurs de transfert. A priori, sont définis que sur les ensembles d'éléments réguliers à tous les éléments relevants, et on a une identité analogue. Donc du coup, on peut comparer les côtés géométriques de nos deux formules des traces. On obtient une égalité. Et puis après, on peut séparer les contributions spectrales en utilisant lemme fondamentale pour tous les éléments des algèbres de Hecke. Et on obtient l'identité suivante, enfin, les deux identités suivantes. Donc d'abord, on obtient que I de pi' de f' est égal à 0 pour toute représentation automorphe pi' de G', si f, v est nul. Et puis, dans le cas général, on obtient l'égalité suivante. Le caractère sphérique global associé à une représentation automorphe cuspidale pi de G en FV est égal à la somme. Donc ça, c'est la contribution spectrale qui reste du côté de la formule des traces de Jacquet. Du côté de la formule des traces de Kuznetsov, il nous reste les termes indexés par les représentations automorphes cuspidales pi', dont le changement de base est pi. Alors on sait que la fibre du changement de base au-dessus de pi est soit vide, soit de cardinal 2, et donc on peut écrire ça de façon plus simple. Il y a deux cas. Donc c'est la somme de deux caractères sphériques. Les caractères sphériques associés à pi' et associés au tordu de pi' par le caractère quadratique état si pi est changement de base. Représentation pi'. Et puis c'est 0 sinon. Donc maintenant il y a une remarque importante. C'est que I ce caractère sphérique-là, sur f' est égal à celui-là. Donc ça provient de quelle propriété? Alors tout d'abord, ça paraît peut-être étonnant en premier abord, mais la fonction f', ce n'est pas n'importe quelle fonction test sur l'espace de Schwartz, c'est une fonction test qui correspond localement, qui est le transfert d'une fonction sur f indice v grand V, qui vit que sur une seule orbite de ma variété x, localement, qui correspond à l'espace hermitien grand V, et cet espace hermitien est profane d'un espace hermitien global. Ce n'est pas n'importe quelle fonction test, f', et donc cette identité, elle provient en fait de la remarque que j'ai mise ici, de cette remarque-là. Et donc cette remarque-là entraîne que f'
moins f' multiplié par eta, c'est le transfert de 0. Donc on utilise maintenant la première identité. Et i de pi' tordu par eta de f', c'est i de pi' de f' fois eta. Donc on a obtenu une identité globale entre caractères sphériques. Et du coup, c'est déjà suffisant pour obtenir une factorisation de la période de Jacquellier. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'on sait factoriser les périodes de Whittaker, ne serait-ce parce qu'on a multiplicité 1 localement. On a même une factorisation explicite en termes de caractères sphériques locaux. Donc j'avais expliqué ça lors du premier exposé. Donc si, disons, pi' est tempéré partout, pour simplifier, i indice pi' de f', admet une factorisation la factorisation, c'est, on voit apparaître la fonction adjointe en 1 globalement. Et donc on a des caractères sphériques locaux, grand I indice pi' v, de f'v, la composante locale de f' en v. Donc je réécrirai ce produit comme 1 sur n fois, c'est une notation un peu imprécise mais bien commode. C'est un produit prime, c'est-à-dire un produit renormalisé sur toutes les places des caractères sphériques locaux. Et donc, où ces caractères sphériques locaux sont donnés par une intégrale sur mon sous-groupe unipotent maximal n' à la place v, de la trace de pi' v de u fois pi' v, donc l'opérateur défini par f', enfin, composante locale de f' en v, multiplié par le caractère. Voilà. Et alors c'est une intégrale qui n'est pas toujours absolument convergente, mais j'avais expliqué lors du premier exposé qu'on peut toujours la régulariser d'une certaine façon, parce que justement ma représentation pi' est tempérée en toute place. Et donc en fait cette factorisation est encore vraie à nouveau pour toutes les représentations automorphes cuspidales pi', à condition de remplacer les caractères sphériques locaux par certains prolongements analytiques. Voilà. Donc on obtient déjà maintenant la factorisation suivante. Caractère sphérique global associé à pi et l'espace hermitien V de FV en termes caractère sphérique sur le transfert de FV. Et donc l'étape suivante, ça va être de transférer ces caractères sphériques locaux qui vivent du côté de la formule des traces de Kuznetsov en des caractères sphériques locaux qui vivent du côté de la formule des traces de Jacquellier. Et donc c'est la proposition suivante que je pense que je vais juste énoncer et après on pourra faire une pause. Donc V une place de K. Donc pi' V, n'importe quelle représentation tempérée de G' en V. Et puis on notera pi indice V, le changement de base, représentation tempérée. C'est donc une représentation tempérée de mon groupe G, localisé en V. Alors, donc tout d'abord, la forme linéaire qui a une fonction locale f grand V indice V, fonction de Schwarz sur GV, associe, donc ce que je noterai, c'est une forme linéaire que je noterai J indice, exposant grand V et indice pi' V. Et par définition, c'est I de pi' V, évalué en une fonction f',
qui correspond à la fonction fv par le transfert. Et tout d'abord, elle est bien définie, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du choix de la fonction qui lui correspond. Continue, alors ça c'est une condition qui n'est importante qu'aux places archimédiennes. Évidemment, elle va être HV est invariante à gauche, et puis N psi équivariante à droite. Donc, et puis la dernière chose, c'est qu'elle se factorise, c'est important, par un quotient de l'espace des fonctions de Schwartz, que je note comme ça. Donc c'est l'ensemble des, j'avais défini ça, je vais exposer, c'est l'espace des pivets coinvariants. Donc c'est le plus grand quotient de l'espace de Schwartz qui est isomorphe. C'est une surjection qui est GV équivariante, c'est le plus grand quotient qui est isomorphe à une somme de copies de pivets. Et donc ça c'est le premièrement. Le deuxièmement, c'est qu'il existe des formes linéaires alpha indice pivet exposant grand V sur le modèle de Whittaker de pivet associé à mon caractère générique que j'ai fixé, qui sont HV invariantes telles que, donc ça c'est notre caractère sphérique local, pardon. Ce caractère sphérique local soit donné par une somme pour les éléments du modèle de Whittaker. Donc, à nouveau, comme la semaine dernière, on somme en fait sur une base orthonormée pour le produit scalaire canonique et obtenu en intégrant sur le sous-groupe mirabolique essentiellement. De cette forme linéaire, pardon, elle ne dépend pas de pi v, elle dépend vraiment de la représentation pi prime, important, de l'opérateur pi v de f fois w de 1 évalué en 1 conjugué. Voilà. Donc voilà la proposition. Donc elle permet de définir évidemment de façon canonique, définir nos caractères sphériques locaux du côté de la formule des traces de Jacquet-Yeh, c'est fonctionnel ci. Et puis les formes linéaires qui apparaissent ici sont les formes linéaires qui vont nous permettre de factoriser les périodes de Jacquet-Yeh. Donc je pense qu'on peut faire une pause de 5 minutes maintenant. Et après la pause, donc, on montrera cette proposition. Bon, alors, je voudrais donc maintenant discuter la preuve de cette proposition. Dans le petit 1. Donc en fait, on va utiliser un argument local global et notre comparaison, ce résultat-là, qui est la comparaison des formules des traces globales. Donc c'est un argument local global. Et donc le point, c'est ce que j'avais expliqué au début du deuxième exposé. On peut globaliser, non pas toutes les représentations tempérées, mais un sous-ensemble dense. Et donc le point, c'est qu'il suffit de montrer le résultat pour une partie dense du dual tempéré de G'. Alors, il y a plusieurs propriétés à montrer. Il faut montrer que c'est bien défini, c'est-à-dire qu'en fait que ça s'annule, cette fonctionnelle s'annule sur les fonctions f' de transfert nul essentiellement. Donc cette propriété va se propager par continuité. La continuité, bon, c'est un argument d'analyse fonctionnelle abstraite. Le côté équivariant aussi se propage immédiatement. Par contre, le fait que ça se factorise par les pivets coinvariants, c'est un petit peu moins clair, qu'on peut le montrer, il suffit de le montrer sur une partie dense. Donc j'explique l'argument un peu dans les notes. Mais essentiellement, ça provient du fait qu'on travaille avec le groupe GLN et donc que toutes les représentations tempérées sont
des induites de carré intégral. Et donc maintenant, je vais expliquer comment on montre le résultat pour une partie dense de l'ensemble des représentations tempérées. Donc on sait globaliser une telle partie dense comme composante locale de représentation automorphe cuspidale pi', G' de A. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut utiliser notre comparaison globale. Et pour que notre comparaison globale ici soit valable, j'ai considéré que des représentations pi qui sont cuspidales, et donc il nous faut que le changement de base de pi' soit aussi cuspidal. Et donc, bon, ça, c'est pas très difficile. On peut toujours s'arranger pour avoir que le changement de base de pi' est cuspidal aussi. Donc pourquoi? Alors ici, j'ai juste globalisé une représentation en une place, mais je peux toujours fixer une autre place et une représentation, donc disons supercuspidale, qui n'est pas isomorphe à sa tordue par état. Et dans ce cas-là, la globalisée, son changement de base sera forcément cuspidal. Et donc maintenant, pour de telles représentations pi' qui globalisent un sous-ensemble dense dual tempéré, j'utilise cette factorisation, enfin cette identité. Donc cette identité va me donner ce que je veux pour la représentation pi' localisée en V, seulement si je peux trouver des fonctions f', v, enfin w, pardon, en toutes les places différentes de V, de sorte que ces fonctionnels-là soient non nuls, de façon à isoler la fonctionnelle qui m'intéresse. Donc il faut montrer la chose suivante. Donc il suffit plutôt de montrer pour toute représentation cuspidale de G', avec dont le changement de base est cuspidal, il existe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est... je ne peux pas assurer que pour mon espace hermitien V fixé globalement, je puisse trouver une telle représentation pi' globalement. Je vais juste changer d'espace hermitien V, tout en enfin, changer V en un espace hermitien différent W, de sorte que W et V soient isomorphes localement à la place qui m'intéresse. Donc il existe un espace W, espace hermitien de dimension n sur K', tel que plusieurs choses. Tout d'abord, on retrouve à la place V la situation dont on était parti. Donc, en la place petit v, W et grand V sont isomorphes. Et la deuxième chose, c'est que pour toute place W différente de V, je puisse rendre la fonctionnelle locale I indice pi' V non nulle sur une fonction transfert, donc qui est transfert d'une fonction f grand W indice petit w sur mon groupe G localisé en W. Donc il existe une fonction Schwarz ici qui se transfère à une fonction de Schwarz sur G', telle que I indice pi' W et f' W soit non nul. Il suffit de montrer ce résultat. Alors on déduit immédiatement de l'existence du transfert. Donc je vais expliquer, il faut construire un espace hermitien de dimension n. Donc on va construire les composantes locales de W. Donc l'existence du transfert implique qu'en toute place W différente de V, il existe au moins un espace hermitien local, grand W indice W. Donc ça, je vais l'appeler la condition A. Ça, je vais l'appeler la condition B. Donc ça, c'est un espace hermitien vérifiant la condition B. Donc, tout simplement parce que n'importe quelle fonction de Schwarz ici peut se transférer en un uplet de fonctions de Schwarz. Enfin, on peut toujours écrire une fonction de Schwarz ici comme une somme des fonctions de Schwarz qui se transfèrent à un seul espace hermitien.
Et on peut toujours trouver aussi une fonction de Schwartz ici qui n'annule pas la fonctionnelle. Hein? Alors de plus, puisque donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, I de pi' W tordu par le caractère état W. En F', indice W, c'est le caractère sphérique local associé à pi' cette fois sur la fonction f'W fois le caractère quadratique état W. Et que si on a des fonctions comme ça qui se transfèrent, alors il en va de même de ces deux fonctions-là. Donc ici, mon espace hermitien, c'est W, indice petit w. Correspond aussi à cette fonction-là. Donc, la fonction f'W fois le caractère quadratique état W, pardon. Enfin, on déduit de ça que on peut toujours choisir mon espace hermitien local, W indice W, tel que état W du discriminant soit égal à 1. Alors ça provient de cette identité-là et du fait que les caractères sphériques sont linéairement indépendants. Donc j'écris, en fait, c'est la somme de ce caractère sphérique-là et de ce caractère sphérique-là est toujours non nulle. Et si de plus π'W tordu par le caractère quadratique état W n'est pas isomorphe à π'W, alors on peut aussi choisir mon espace hermitien local, W indice W, tel que état du discriminant soit cette fois égal à -1. Donc dans le premier cas, j'ai utilisé que la somme des caractères sphériques locaux associés à π'W et sa tordue par le caractère quadratique était toujours non nulle. Et dans le deuxième cas, j'utilise que la différence est non nulle parce que les représentations ne sont pas isomorphes. Alors, une telle place existe toujours. Précisément, car le changement de base de π' est cuspidal. Et donc π' n'est pas isomorphe à sa tordue par état. Donc, on peut choisir une famille en W indice W pour toutes les places, donc W décrivant toutes les places différentes de V, d'espaces hermitiens locaux, vérifiant la condition B, et tel que le produit de tous les discriminants, enfin des états des discriminants, soit égal à état V du discriminant de VV. Et donc ça, c'est exactement la condition qui nous permet d'assurer que la famille des espaces hermitiens locaux, donc je prends mon espace hermitien local V, grand V indice V, dont je suis parti, et la famille d'espaces hermitiens locaux qu'on vient de construire se globalise en un espace hermitien global, grand W, qui répond à la question. Donc du coup, ça prouve le petit i. Et puis pour le 2i, c'est une conséquence assez directe du petit i. J'explique juste les ingrédients.
découle de petit i et donc de plusieurs, pardon. Et alors, du fait que tout d'abord, les coinvariants dans GV, les pivets coinvariants. Donc c'est les pivets coinvariants à droite. Donc je considère l'action de GV à droite. Donc les pivets coinvariants, c'est en fait isomorphe à pivet tensorisé avec sa duale, c'est-à-dire l'espace des endomorphismes de pivets qui sont biinvariants par un sous-groupe ouvert compact, ce que je noterai comme ça, via l'application qui a une fonction fv associe l'opérateur pivet de fv. Donc ça, c'est la première chose. Donc on sait que notre fonctionnel se factorise par cette application-là. Et puis on sait aussi qu'elle est nv psi v équivariante sur le deuxième facteur. Donc ici, c'est une fonctionnelle de Whittaker sur le deuxième facteur. Plus, et donc il suffit d'utiliser maintenant l'unicité d'une fonctionnelle de Whittaker. Donc ça fournit l'existence de ces formes linéaires-là. Donc maintenant, en utilisant cette proposition, donc je rappelle qu'on a l'identité globale pour fv correspond à une fonction f', fonction globale. 1 sur n produit régularisé sur toutes les places de caractères sphériques locaux. Et puis par définition de caractère sphérique local J grand V indice pi prime V, c'est aussi 1 sur n fois le produit sur les places locales, produit régularisé, de ces caractères sphériques locaux qu'on vient de construire. Voilà, alors on va en déduire maintenant une factorisation des périodes de Whittaker. Alors il faut faire attention, ici on utilise une base orthonormée pour un certain produit scalaire. Donc je rappelle, pour avoir une factorisation exacte, il faut connaître le lien entre le produit de ces produits scalaires locaux et le produit scalaire de Peterson défini globalement. Donc c'est un résultat de Jacquet et Chalika. Que le produit scalaire de Peterson, globalement, se factorise comme n fois le produit régularisé. Donc à nouveau, on avait des fonctions L qui apparaissaient, des produits de scalaires canoniques sur les modèles de Whittaker locaux. Ça, on l'avait vu lors du premier exposé. Donc ce sont les produits scalaires ici qui me servent pour définir ma forme linéaire locale ici. Et donc on en déduit que la période associée au groupe unitaire de V se factorise de la façon suivante. Donc elle va se factoriser en fonction du modèle de Whittaker de π. Donc phi ici, c'est un vecteur factorisable de π. Puis je vais noter W indice phi, la fonction de Whittaker associée. Qui se factorise en produit de fonction de Whittaker locale, W indice V. Donc on déduit immédiatement de cette identité plus cette identité entre produits scalaires la factorisation suivante. Donc, à nouveau un produit normalisé. Puisque je rappelle que pour définir mon caractère sphérique global, j'utilise une base orthonormée pour le produit scalaire de Peterson, de π. Donc on a obtenu une factorisation des périodes de Jacquet, périodes locales qui sont définies à partir d'un modèle de Whittaker. C'est déjà, je l'avais expliqué, assez étonnant parce qu'on n'a pas multiplicité 1 localement. Donc pour aller plus loin, maintenant j'aimerais bien réécrire cette factorisation sous la forme que j'avais énoncée au début.
maintenant, le produit de deux périodes de Jacqueyer associées à deux espaces hermitiens V et V', toujours sur un vecteur phi factorisable de pi, s'écrit comme 4 fois produit toutes les places régularisées de ce produit-là. Donc on donne un fonctionnel local. Donc il faut encore maintenant le réécrire sous la forme suivante. Je l'ai écrit sous la forme, à nouveau en utilisant la factorisation du produit scalaire de Peterson en produits scalaires locaux sur les modèles de Whittaker. On le réécrit sous la forme suivante. Un produit de période locale. Où donc ceci, cette période locale, c'est le produit de mes fonctionnels locales en des fonctions de Whittaker un peu différentes. Je vais noter W de phi V avec W un isomorphisme entre pi en V et son modèle de Whittaker. Qui est une isométrie pour les produits scalaires. Donc on a un produit scalaire sur pi V, que je note comme ça, un produit scalaire qui factorise le produit scalaire de Peterson, globalement. Et puis ici on a un produit scalaire que j'ai noté comme ça, qui est le produit scalaire donné essentiellement par une intégrale sur le sous-groupe mirabolique. Donc si on fixe, on peut toujours trouver une isométrie, enfin ces deux représentations sont isomorphes, on peut toujours trouver un isomorphisme qui soit une isométrie en utilisant une telle isométrie qui est définie à scalaire de module 1 près, et on obtient cette factorisation-là. Qui en fait, ici, ce sont les périodes locales qui seront duales de notre formule de Plancher. Donc cette... Ici, pi est fixé, et pi' est une représentation du changement de masse de pi. Oui, mais pi' est global. Donc effectivement, si on change pi' en pi' tordu par état, les périodes locales changent par un signe, mais le produit des signes globalement fait 1. Maintenant, ça clôt la partie globale de l'exposé. Je vais passer à la partie locale, c'est-à-dire la formule de Plancherel. Donc c'est la deuxième partie. Il s'agit de la formule de Plancherel. Pour GLN de E sur UN. Donc on travaille maintenant localement, donc je vais changer un peu mes notations. E sur F, une extension quadratique de corps locaux. De caractéristiques nulles. On a les mêmes groupes que précédemment, mais enfin les versions locales. Donc G, c'est le groupe GLN sur E. H, donc c'est un sous-groupe unitaire de rang n quasi déployé. Ça, c'est ma notation pour un groupe unitaire quasi déployé. Et X, c'est le quotient de G sur H, c'est-à-dire l'espace des des matrices hermitiennes non dégénérées de rang n. Et puis on pose aussi donc G', le groupe GLN sur F. Et puis on fixe des caractères additifs comme précédemment, mais locaux. Donc psi', c'est un caractère additif de F. Et psi, c'est un caractère additif de E donné par psi' composé avec la trace.
Donc il faut d'abord que je vais énoncer le résultat. Donc je rappelle que lorsqu'on passe au point sur f, par exemple ici, x n'est plus homogène, mais se décompose en un nombre fini d'orbites indexées par les espaces hermitiens de dimension n. Et donc on a une propriété analogue pour l'espace de Schwarz, l'espace des fonctions de Schwarz. C'est la somme directe sur V, décrivant les espaces hermitiens de dimension n sur E, de l'espace des fonctions de Schwarz sur le coefficient G de f sur le groupe unitaire de V. Donc on va définir pour chaque représentation π' tempérée de G', on va lui associer un produit scalaire, G fois G invariant, que je note comme ça, sur l'espace des fonctions de Schwarz sur X. C'est ce que j'ai expliqué au début, c'est ce genre d'objet qui permettent de décrire de façon concrète une décomposition de Plancherel. Et donc on définit un produit scalaire comme ça, par la formule suivante. Produit scalaire de φ1 et φ2. Donc φ1, c'est une fonction de φ1 et φ2 sont des fonctions de Schwarz sur X. Et donc elles se décomposent suivant cette décomposition en somme directe en fonction de Schwarz que je vais noter f1 exposant V et f2 exposant V. Et puis on va fixer des fonctions f1 et f2 sont des fonctions pour i égale 1 et 2, fonctions de Schwarz sur le groupe. Donc il y en a autant que de tas d'isomorphismes d'espaces hermitiens de dimension n, qui relèvent les phi i. Donc je rappelle que ça signifie que donc ici on a des uplets, mais pour tout espace hermitien V de dimension n, phi i exposant grand V en x est donné par l'intégrale de fi exposant grand V à gauche sur le groupe unitaire de V. Donc on a deux fonctions de Schwarz sur x, qu'on le relève en des fonctions de Schwarz sur le groupe G, et j'utilise un tel relèvement pour décrire mon produit scalaire. Donc maintenant c'est une somme, à nouveau sur une base orthonormée de mon modèle de Whittaker. Puis on a une somme sur les espaces hermitiens, les classes d'isomorphisme des espaces hermitiens V et V'. Donc on a construit nos fonctionnels locales. Pi de f1v appliqué à la fonction Whittaker W fois alpha pi' V', la fonctionnelle associée à V' cette fois, de pi de f2 V' W bar. Voilà, alors on vérifie déjà que ça ne dépend pas du relèvement parce que mes fonctionnels sont invariantes par les groupes unitaires correspondants. Et donc ça définit un produit scalaire ou, donc, produit scalaire qui dépend de pi', et la représentation pi qui apparaît ici, on a vu tout à l'heure, c'est le changement de base de pi'. Alors on a défini nos produits scalaires, et donc maintenant je peux énoncer le théorème. Donc oui, ces produits scalaires-là, on l'a vu, c'était la proposition précédente, se factorisent par les pi co-invariants. Et puis, il n'est pas difficile de voir qu'ils sont indépendants. Théorème. C'est comme la dernière fois, il existe une constante C positive qui dépend des choix de mesure. Donc, rapport à un choix naturel de mesure C vaut 1, de sorte que pour toute fonction φ1 et φ2 de Schwarz sur X,
le produit scalaire L2 de phi1 et phi2 admet la décomposition suivante, c'est l'intégrale sur dual tempéré de G', du produit scalaire associé à pi' de phi1 et phi2, fois la mesure de Plancherel de G'. Donc c'est pas vraiment. Bon, ça donne une décomposition de l'espace L2 de X comme une intégrale directe indexée par le dual tempéré de G'. Et donc la preuve de cette égalité est basée, comme la dernière fois, sur une comparaison de deux formules des traces locales. Donc ce sont deux analogues locaux des formules des traces de Kuznetsov et de Jacqueyer, respectivement. Donc maintenant, je vais introduire ces formules des traces. Donc je vais commencer par la formule des traces locales de Kuznetsov. Donc, comme la dernière fois, on construit notre formule des traces locales en partant non pas de une, mais de deux fonctions test, f1 et f' sur notre groupe G', et auquel on associe donc l'expression suivante. Donc, la formule des traces, c'est la distribution grand I ici. C'est l'intégrale d'un certain noyau. Alors, on va intégrer sur. Donc, je rappelle que la formule des traces de Kuznetsov, on considère deux fois le même sous-groupe de G', c'est-à-dire le sous-groupe unipotent maximal standard N'. Donc, ça, c'est le noyau. Le noyau, donc je rappelle, ça, c'est le noyau de l'action de f1' tensorisé avec f2' sur l'espace L2 de G', enfin, à une conjugaison près, et donc c'est l'intégrale sur G', f1', U1, moins 1, G, U2. Et on intègre ce noyau sur N' fois N' contre les caractères psi N'. Alors là, il y a un problème. Donc, bon. Globalement, il n'y avait aucun problème de convergence par la formule des traces de Kuznetsov. Ici, il y a un problème de convergence. Une fois qu'on a intégré à droite, disons, sur N', l'expression qu'on obtient n'est plus forcément intégrable sur N', mais c'est en fait une fonction qui est à une croissance, enfin même une décroissance contrôlée à l'infini. C'est une fonction tempérée. J'avais introduit une espèce de fonction tempérée, la première exposée, et donc on peut définir, j'avais défini une intégrale régularisée sur les fonctions tempérées sur N' fois le caractère psi N'. Donc c'est cette intégrale-là qu'on prend, qui nous permet de définir la formule des traces locales. Et donc on a maintenant deux expressions pour cette distribution. On a un développement spectral et un développement géométrique. Alors je vais commencer par le développement spectral qui est plus simple. Alors le développement spectral est facile à obtenir. C'est la même chose que la dernière fois pour la formule des traces locales de Jacqueyer pour les groupes unitaires. C'est facile à obtenir parce que la variété G' sur N' munie du caractère psi' est fortement tempérée. Et donc dans ce cas-là, on obtient on voit apparaître nos caractères sphériques locaux. Et puis la mesure de Plancherel pour G'. Puis alors le côté géométrique, au moins formellement, c'est que ça s'écrit comme une intégrale sur l'ensemble des éléments réguliers que j'avais noté comme ça sur G', pour l'action de N' fois N', multiplication à la gauche et à la droite, donc c'est des doubles classes régulières, du produit de l'intégrale orbitale relative de f1' fois la conjuguée de l'intégrale orbitale relative de f2'. Voilà. Alors ici aussi, il y a un problème de convergence. Je ne sais pas montrer en tout cas que ça c'est convergent. Je sais que c'est vrai pour n égale 2, mais pour n plus grand que 2, je ne sais pas. Mais il y a un moyen de régulariser l'intégrale de façon naturelle. Donc que j'explique dans les notes. Et qui permet de donner un sens à cette expression et de prouver l'égalité.
Donc voilà, ça c'est la formule des traces locales de Kuznetsov. Donc maintenant, il me reste encore à discuter la formule des traces locales de Jacqueline. Qui c'est ? Donc c'est à nouveau, comme globalement, c'est la formule des traces qu'on obtient en intégrant un noyau comme ceci, à gauche sur le groupe, un groupe unitaire, et à droite sur le sous-groupe unipotent maximal contre un caractère générique. Mais en fait, on va être amené, comme globalement, à considérer tous les classes d'isomorphisme d'espaces hermitiens. Et donc, plutôt que de faire ça, il est plus simple de considérer directement des fonctions de Schwartz sur ma variété X. Et donc, la formule, la distribution qu'on étudie, c'est la distribution qui a deux fonctions de Schwartz sur X, associe l'expression suivante, J de phi 1, phi 2. Donc, par définition, c'est l'intégrale, il ne reste plus que l'intégrale sur le sous-groupe unipotent maximal n. Bon, ça va être une intégrale régularisée à nouveau. Ça, R, c'est l'action à droite de U sur la fonction phi 1, le produit scalaire avec phi 2, fois le caractère psi n de U. Donc ce coefficient est toujours une fonction tempérée, donc on peut appliquer notre intégrale régularisée. Et donc le développement géométrique est analogue au développement géométrique précédent. Donc on a une égalité entre J phi 1, phi 2, et puis une intégrale sur... Donc maintenant on n'a plus des doubles classes, mais on a les... ça c'est les éléments réguliers semi-simples dans X pour l'action à droite par n. Donc c'est les orbites du produit des intégrales orbitales relatives. Et donc ça a à nouveau une intégrale régularisée en un certain sens. Et puis alors le développement spectral, on est dans la même situation que la dernière fois lorsqu'on avait introduit la formule des traces locales de Jacquet-Rallis pour les groupes linéaires. Il y avait un problème de convergence parce que ici on intègre donc sur ce sous-groupe n contre le caractère générique psi n, donc c'est une variété, ça nous donne une variété fortement tempérée. Mais à gauche, implicitement, on a intégré sur un groupe unitaire. Et donc, le quotient GLN de E sur un groupe unitaire n'est pas fortement tempéré, donc on ne connaît pas en particulier la décomposition de Plancherel. Et donc, le côté spectral est plus difficile à écrire. Et donc, on va faire comme la dernière fois, on va l'écrire en fonction d'une formule de Plancherel abstraite pour X. Donc, on a une décomposition de Plancherel ou une formule de Plancherel. Une décomposition de Plancherel de l'espace L2 de X, et donc ça nous donne une décomposition de ce produit scalaire L2, ce produit scalaire L2 pour X. Comme une intégrale sur le dual unitaire de G de certains produits scalaires indexés par ces représentations unitaires, pi, et ces produits scalaires que je vais noter avec un exposant PL pour Plancherel, fois une certaine mesure, qui est la mesure de Plancherel pour X. Une mesure de Plancherel pour X. Donc maintenant, on introduit cette expression spectrale dans notre formule des traces, et on aimerait bien échanger à nouveau les deux intégrales, l'intégrale spectrale et l'intégrale sur n. Et donc on est face au même problème que la dernière fois. Il s'agit de montrer, en fait, on sait intégrer sur n contre un caractère psi n les coefficients des représentations tempérées. Donc il suffit de montrer qu'ici, dans cette décomposition, on ne voit apparaître que des représentations tempérées. Et donc c'est le lemme que j'avais énoncé la dernière fois. Pour tout groupe G bar connexe et réductif sur F, l'espace L2 du quotient, donc G bar de E, les E points de G bar sur les F points de G bar, est une représentation unitaire tempérée. C'est-à-dire que sa mesure de Plancherel, sa classe de mesure de Plancherel, est à support dans les représentations tempérées. Donc, le support ici de ma mesure mu x inclus le dual tempéré de G. Et donc maintenant, on peut échanger les deux intégrales et on obtient
J de phi1, phi2, comme une intégrale sur le dual tempéré de G, de certains produits scalaires. Oui, scalaires. Ce sont mes produits scalaires qui apparaissent dans la décomposition de Plancherel, qui ont été moyennés sur n contre le caractère psi n. Donc, je noterai cette moyenne comme ceci. Ou ceci. C'est égal, c'est ce que je viens de dire. L'intégrale sur n, donc c'est à nouveau l'intégrale régularisée, du coefficient associé contre le caractère psi n. Donc ça, c'est le développement spectral de notre formule des traces locales de Jacquellier. Donc la comparaison maintenant des deux formules des traces locales va nous permettre justement de déterminer ces produits scalaires qui apparaissent dans la décomposition de Plancherel. C'est essentiellement l'idée. Alors, c'est plus ou moins les mêmes arguments que la dernière fois. Et donc je vais aller un petit peu plus vite sur ce qui est similaire et puis insister sur les différences. Donc c'est la partie D. Non, comparaison, on compare nos formules de traces. Preuve du théorème. Bon, alors ici, on a décidé de travailler du côté Jacquellier, non pas avec des fonctions sur le groupe G, mais avec des fonctions de Schwartz sur X. Donc il faut reformuler la notion du transfert avec des fonctions de Schwartz sur X, c'est pas très difficile. Donc on dit que phi, c'est une fonction de Schwartz sur X, f, correspond à une fonction f' sur le groupe G', si à nouveau on a égalité des intégrales orbitales relatives à des facteurs de transfert près. Et pour tout gamma, un élément régulier de X, donc c'est-à-dire un élément dont je rappelle que X se décompose en orbite indexée par les espaces hermitiens de dimension n, V, et donc ce sont des orbites régulières, V régulière ici, qui correspond à un élément, une orbite régulière delta dans G'. RS, pardon, j'avais noté ça, RS, je crois. D'accord, et les facteurs de transfert qui apparaissent ici, donc c'est les mêmes que tout à l'heure, et ceux-là dépendent de dans quel. C'est les oméga exposant grand V, qui sont des fonctions sur ces quotients, et donc on fait les transferts en des fonctions sur X, des éléments réguliers dans X. Et donc, bon, Jacquet, les résultats de Jacquet, Eisenbud, Gourevitch se retraduisent immédiatement en utilisant cette nouvelle définition, en disant que toute fonction phi à toute fonction phi, on peut associer une fonction f' qui lui correspond, et à toute fonction f', on peut lui associer une fonction phi qui lui correspond. Alors maintenant, j'applique mes deux formules des traces locales à des fonctions. Donc on a deux fonctions de chaque côté, des fonctions phi1, phi2, des fonctions f1' et f2', et on suppose que ces fonctions se correspondent. Donc phi1 correspond à f1' et phi2 à f2'. Alors, bon, en comparant les côtés géométriques, on peut montrer que ma formule des traces locales de Jacquellier pour phi1, phi2 égale la formule des traces locales de Kuznetsov pour f1' et f2'. Voilà, c'est plus ou moins évident modulo la définition des intégrales régularisées qui apparaissent du côté géométrique. Et donc on en déduit l'égalité entre les côtés spectraux. Alors, écrit juste les côtés spectraux. Ah, mais alors, je rappelle qu'on sait, on a défini d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a définis, on sait que déjà ces distributions-là se transfèrent du côté, enfin se transfèrent, on admet un transfert via le transfert de Jacquellier ici,
que j'avais notés, c'est les transferts, je les ai notés J, pi', exposant grand V. Et donc je vais définir J indice pi' comme la somme de ces transferts. Donc cela, c'était des fonctionnels sur l'espace de fonctions sur les orbites. Donc là, on obtient une fonctionnelle sur l'espace de Schwarz, caractère sphérique local. Et donc, par définition de ces fonctionnels, on peut réécrire le côté spectral, la formule des traces de Kuznetsov, comme une intégrale sur le dual tempéré de G', de J pi' de phi 1 et J pi' de phi 2. Donc maintenant, on a une identité spectrale où n'apparaissent que des fonctions de Schwarz sur X. Donc c'est avec cette identité que l'on va travailler. Et donc comme la dernière fois, on montre tour à tour l'effet suivant. Tout d'abord, on montre qu'on peut introduire dans notre identité spectrale des fonctions localement bornées. Sur le dual tempéré de G. De l'autre côté, je rappelle que ces fonctionnels se factorisent par les pi co-invariant, où pi est le changement de base de pi'. Donc ça, c'est la première étape. Donc la preuve est exactement la même que la dernière fois. On utilise les éléments du centre de Bernstein de G et puis une version du théorème de Stone-Weierstrass. Le deuxième point, c'est le même que la dernière fois. C'est de dire maintenant qu'une fois qu'on a cette identité, on peut montrer que la mesure ici, je rappelle que elle n'est pas uniquement déterminée, seule la classe de cette mesure est bien déterminée, mais au moins cette mesure, donc la mesure μx, est absolument continue par rapport à l'image directe par le changement de base de la mesure de Plancherel sur G'. Donc ici, je rappelle l'argument, on prend une partie A du dual tempéré de G, de sorte que l'image de cette mesure de Plancherel par le changement de base donne à A la mesure nulle. Et on veut montrer qu'il en va de même de μx, et donc on utilise essentiellement le lemme suivant, analogue du lemme de la dernière fois. Pour pi, la représentation tempérée de G, V, une somme directe de copies de pi, et puis on fixe, donc parenthèse V, une forme hermitienne. Ça aussi, c'est une forme hermitienne G invariante sur V. On définit, comme tout à l'heure, la moyenne de cette forme hermitienne sur n psi. Donc, par définition, c'est l'intégrale sur n, intégrale régularisée, mais pi est une représentation tempérée. Alors, donc c'est très important, ce que ça dit, c'est qu'une fois qu'on a intégré sur n contre psi, ici, on n'a perdu aucune information. Donc alors, la nouvelle forme hermitienne, qui n'est plus G invariante, mais qui est n psi équivariante, est nulle, si et seulement si la forme hermitienne dont on est parti était nulle. Et de plus, si la forme hermitienne
dont on est parti sur V est positive, alors celle qu'on a obtenue en moyennant l'est aussi. Donc ça, c'est le lemme. J'avais énoncé un lemme tout à fait analogue la dernière fois. Et donc, comme la dernière fois, la preuve est tout à fait identique. Elle se base, on se ramène tout de suite au cas où V est isomorphe à pi, et ça découle d'une certaine identité de unfolding, que j'avais énoncé lors du la première exposé, et qui est la suivante, que si on fait la moyenne sur n contre le caractère psi n de U du produit scalaire canonique sur le modèle de Whittaker de pi, W', on obtient bien, le produit, l'évaluation en 1 et sa conjuguée. Identité. Hein? Et donc du coup, comme mu(x) est absolument continu par rapport à l'image direct par le changement de base de la mesure de Plancherel sur G', on peut supposer, quitte à changer la mesure mu(x), que mu(x) est égal à l'image directe. Donc on a presque fini, et c'est là où ça diffère légèrement de la dernière fois. Le point, c'est le suivant. Le changement de base quadratique ici de GLN F vers GLN de E n'est pas injectif en général, pas du tout injectif, alors que la dernière fois, on considérait le changement de base quadratique pour les groupes unitaires qui était injectif. Et donc finalement, l'image directe par changement de base, c'était juste la mesure de Plancherel sur le dual tempéré d'un groupe unitaire transféré à son image par le changement de base. Donc ici, il y a des fibres qui sont non triviales en général, donc il faut faire un tout petit peu attention. Donc ce qu'on va utiliser, c'est... on désintègre en fait, c'est un théorème abstrait de théorie de la mesure. On considère la désintégration de notre mesure de Plancherel sur G', suivant l'homomorphisme, enfin, de changement de base, qui va du dual tempéré de G' vers le dual tempéré de G. Voilà. Donc cette application-là, en fait, elle est propre, elle est même, les fibres sont finies, et donc on peut désintégrer la mesure sous la forme suivante. Donc c'est-à-dire qu'on peut écrire l'intégrale sur le dual tempéré de G' de n'importe quelle fonction f, suivant la mesure mu de G', comme une intégrale sur le dual tempéré de G. On intègre là-dessus, et en chaque point ici, on intègre sur la fibre du changement de base. Pour une mesure mu pi, et puis ici, sur le dual tempéré de G, on intègre sur l'image de la mesure de Plancherel sur G'. Alors cette intégrale-là, c'est une intégrale sur la fibre, et la fibre, elle est toujours finie, donc c'est juste une somme, en fait. Somme sur les représentations pi' dont le changement de base fait pi, d'un certain scalaire, mu de pi fois f de pi'. Voilà, alors du coup, on peut réécrire l'identité que j'ai effacée entre les côtés spectraux de mes deux formules des traces locales sous la forme suivante. On l'a réécrit sous la forme d'une intégrale sur le dual tempéré de G des deux côtés. Et en utilisant le fait qu'on peut introduire des fonctions localement bornées, n'importe quelle fonction localement bornée des deux côtés, on en déduit, donc en séparant les contributions spectrales. Donc du côté de la formule des traces, de Jacquet, on avait cette expression-là, et de l'autre côté, on va obtenir une somme sur les représentations pi' de changement de base pi,
d'un certain scalaire fois le produit de mes caractères sphériques locaux. Voilà. Donc on a presque fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer, enfin pour montrer ce que l'on veut, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est décrire le produit scalaire de Plancherel ici, avant de l'avoir moyenné sur n. Et donc on veut montrer que ce produit scalaire de Plancherel, une fois qu'on a fixé la mesure de Plancherel comme l'image directe de la mesure de Plancherel sur G', c'est égal à une somme sur les éléments π' de changement de base π, du même scalaire, du π', du produit scalaire que j'ai défini au début, associé à π'. C'est le produit scalaire que j'ai défini au début pour énoncer le théorème. Et donc, pour montrer cette identité, d'après le lemme que je viens d'énoncer, on sait que ce produit scalaire-là, il est entièrement déterminé par le produit scalaire obtenu en moyennant sur n psi. Et donc, il suffit de prouver que l'expression qui est à droite s'obtient aussi en moyennant ces produits scalaires-là sur n psi. Donc, il suffit de montrer que finalement J' de phi 1, enfin, le produit des caractères sphériques locaux, s'obtient donc en moyennant le produit scalaire que j'ai défini au début, x π', sur n psi. Donc, par définition, c'est la définition qui est là. Et donc ça découle à nouveau, il faut revenir aux définitions des deux côtés. Hein. Ici, j'avais utilisé mon caractère sphérique local pour définir des fonctionnels locales alpha π', exposant V, que j'avais utilisé aussi de ce côté pour définir le produit scalaire. Et cela découle à nouveau de l'identité de unfolding que j'ai écrit là-bas, appelée étoile. Donc cette identité-là. C'est une manipulation avec des sommes de fonctions de Whittaker pour arriver à montrer ça. Et une fois qu'on a ça, on a montré cette identité-là qui fournit à nouveau, en utilisant la désintégration des mesures, l'égalité qu'on avait annoncée au début. Voilà, alors je vais m'arrêter là. J'avais préparé une troisième partie, mais que je n'aurai pas du tout le temps d'aborder, sur l'application de ces formules de Plancherel au calcul des multiplicités pour les groupes unitaires. Mais bon, c'est dans les notes. Je vous remercie.